Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Tolérance zéro à Canala contre les responsables des exactions sur la mine de Naketi il y a 10 jours. C'est le message du maire, des coutumiers et des sous-traitants réunis à la mairie aujourd'hui. Exit les cerfs et les lapins sur l'îlot Le Prédour. Retour de la végétation endémique. Après 28 mois de campagne de chasse, nous ferons le bilan avec Marcel Canel, chargé de l'éradication des espèces envahissantes sur l'îlot. Marcel Canel, bonsoir. Bonsoir. À tout à l'heure. Avant-dernier jour des finales de la Coupe Yoenné aux îles pour 800 jeunes qui auront appris à se connaître et se côtoyer. Et tolérance zéro, donc vis-à-vis des auteurs des exactions sur la mine de Naketi il y a 10 jours. C'était le message du maire de Canala aujourd'hui, des coutumiers et des sous-traitants que l'on voit d'ailleurs ici à Nouméa. Ils ont prévu la mise en place d'un groupe de travail pour que ce qui s'est passé ne se reproduise plus. Ils ont également tenu à rassurer les opérateurs miniers. On écoute Gilbert Thuil. La démarche indépendantiste, parce qu'ici il faut parler de ça, ce n'est pas de casser, ce n'est pas le désordre, ce n'est pas l'insécurité, c'est surtout travailler pour la construction de son pays. Or, il faut que notre jeunesse, elle soit consciente de ça, que le temps n'est plus au saccage, que le temps n'est plus à ces comportements déviants. Aujourd'hui, il s'agit de travailler, il s'agit d'être en responsabilité. Quelle va être la suite maintenant du travail qui a entamé ces quelques jours derniers? On a demandé une forme de remise à niveau du partenariat entre les gens de Canala et les sociétés minières. Moi j'ai souvent parlé de partenariat rénové entre eux. Et ils ont bien compris quand je leur dis ici à Canala il faut que vous changez de braquet dans l'exploitation de la mine ici. Je veux parler de tout ce qui concerne les activités induites de la mine. Nous, on ne se suffit plus de l'activité salariée. On va être pris en compte dans l'activité minière aussi, dans toutes les retombées économiques. Politique, Sonia Lagarde dévoile son programme municipal pour Nouméa. Parmi les axes prioritaires de la candidate, la sécurité, la voirie ou encore le réaménagement concerté de la zone de Nouville. Dave Weonasson, Cédric Michaud. Dans le programme municipal de Sonia Lagarde, 4 thématiques ont été retenues. La sécurité tout d'abord avec une police municipale plus présente, le rééquilibrage entre les quartiers sud et ceux du nord, redonner à la capitale son dynamisme et la création de conseils de quartier. Ce sera un conseil, pas dans un conseil municipal ordinaire, ce sera un vrai conseil de quartier, ils siégeront 4 à 5 fois par an. J'octroierai, si les Nouméens me font confiance, entre 5 et 10% du budget d'investissement de la ville qui sera fléché et qui sera consacré à développer ces projets avec l'ensemble des quartiers. Autre point développé par la candidate, la remise en état de la voirie. C'est pour elle une priorité, autant pour la sécurité des conducteurs que pour le confort des personnes à mobilité réduite. On y va, la débroussailleuse dans les caniveaux, vous avez de tout qui coule là. C'est des caniveaux à ciel ouvert. Regardez cet état, regardez l'état de délabrement de cette ville. Moi, en tant que Nouméenne, je suis exaspérée parce que rien n'y fait. Donc oui, c'est une priorité. Et son programme, Sonia Lagarde y croit. Parmi les grands projets qu'elle souhaite défendre, un aménagement concerté de Nouville avec les propriétaires de la zone. Qu'est-ce qu'on fait de cette zone? Est-ce qu'on doit faire une zone de résidence? Si c'est le cas, je pense que oui, parce qu'il faut répondre à la problématique des jeunes ménages aujourd'hui. Ce sont des dizaines et des dizaines d'hectares possibles d'urbanisation. Il faut mettre les propriétaires terriens autour de la table, la Nouvelle-Calédonie, la province sud, la mairie de Nouméa et l'État. Et qu'on décide ensemble d'une urbanisation future. En 2008, lors des élections municipales, Sonia Lagarde avait recueilli 33% des voix au second tour, soit 8300 électeurs. Situé en baie de Saint-Vincent, au large de Bouraké à Bouloupari, l'îlot Le Prédour était ravagé par les cerfs et les lapins. En un peu moins de 2 ans et demi, les campagnes de chasse l'ont quasiment débarrassé de ces espèces envahissantes. L'heure est à la restauration écologique. Caroline Antich-Martin, Christian Favnec. 13, c'est le nombre de kilomètres de pistes qui sillonnent désormais l'îlot Le Prédour. Cela n'a l'air de rien, mais ces aménagements réalisés en 3 semaines à peine vont peut-être sauver définitivement ce joyau écologique de la Nouvelle-Calédonie. On avait des pistes en très mauvais état et pour faciliter les travaux de la fédération, on a retapé en fait l'ensemble des pistes de l'îlot pour faciliter l'accès à des points hauts comme ici et faciliter en fait l'intervention des chasseurs contre les lapins.
Ce réseau de pistes permet d'accéder plus facilement aux 3 grandes zones de l'île, la mangrove au sud, la forêt sèche à l'est et la zone à vocation sylvicole au nord-ouest. Dans cette dernière partie, plusieurs essences endémiques de forêt sèche seront plantées, voire exploitées par la société d'économie mixte Sud-Forêt. Quand on dit sylvicole, ça peut être planter des arbres, mais ça peut être aussi planter des arbres pour produire du bois. C'est pas exclu, ça peut être fait avec de l'environnemental. On peut faire de l'environnemental, de la restauration écologique et en même temps produire du bois qui peut être prélevé à terme. Les essences les plus prometteuses, chêne gris, mimosops, santal, ont été testées sur place par le Conservatoire des espaces naturels. Une expérimentation à grande échelle, utile à l'îlot Le Prédour, mais aussi à l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Le Prédour est pour nous un site pilote qui permet au CEN d'être pleinement dans ses missions, c'est-à-dire le développement d'outils qui pourront être ensuite dispatchés sur d'autres sites pour régler des thématiques similaires. Par exemple, le suivi de l'impact des lapins, la pose d'exclos, le suivi des plantations de forêts sèches et de l'adaptation de certaines espèces, etc. Grâce aux efforts conjugués de la province sud et de ses partenaires, l'îlot Le Prédour reprend peu à peu ses couleurs. Et ne crions pas victoire, plusieurs décennies seront nécessaires pour rendre à l'îlot son aspect d'antan. Alors tout ça, néanmoins, Marcel Canel, ça a été possible parce que les cerfs et les lapins ont été quasiment éradiqués. Votre projet d'éradication par les chasseurs, c'est né à l'époque où les écologistes, entre autres, parlaient d'utiliser le poison. Vous avez dit non, vous avez dit on va le faire nous-mêmes, et vous avez utilisé différentes techniques. Lesquelles? Oui, je pense qu'il n'y avait pas que les écologistes, c'était tout simplement un projet d'empoisonnement massif sur l'îlot. À cette époque-là, il y a eu effectivement la polémique. Aujourd'hui, on en est complètement sorti, et ce qui est extrêmement intéressant pour nous, c'est que finalement, le poison, ça a été un déclencheur qui nous a permis de prendre conscience qu'on avait un rôle important à jouer par rapport aux espèces envahissantes, avec bien entendu différentes techniques de chasse. Combien ça a coûté? Au niveau argent, on prévoit, nous, par exemple, sur notre budget prévisionnel, en frais de fonctionnement, ça coûte 1 500 000. Et après 28 mois, il reste une dizaine de cerfs à peu près, environ 1500 lapins. Est-ce que pour vous, le contrat est rempli? Alors, le contrat sera rempli quand il n'y aura plus rien, bien sûr. Mais bon, il ne faut pas rêver, on est réaliste par rapport à ça. Ce qui est important, c'est qu'il y a une progression dans nos actions. On a testé différentes méthodes. Les résultats aujourd'hui sont là. On n'est pas loin de la ligne d'arrivée, mais on n'a pas encore passé la ligne d'arrivée. Et surtout, on est dans une période où on ne doit pas faiblir, bien au contraire, augmenter la pression. Ne pas baisser la garde, oui. Ce que vous avez testé sur le Prédour en vase clos, est-ce que ce serait applicable sur le reste de la Calédonie pour les cerfs, par exemple? C'est applicable sur le reste de la Calédonie d'un point de vue technique sans aucun problème. Le principe, c'est tout simplement de faire intervenir 2 types d'acteurs chasseurs. Des chasseurs qui sont des chasseurs qu'on appelle de masse, donc des chasseurs communs, des chasseurs lambda, qui viennent et qui pratiquent la chasse dans les règles tout à fait normales de la chasse. Et puis des chasseurs spécialisés qui opèrent avec des moyens différents et des méthodes aussi différentes, parmi lesquelles la chasse de nuit, parmi lesquelles le piégeage qu'on a aussi testé sur l'îlot, et d'autres méthodes encore qui sont à venir. Mais si le cerf était complètement éradiqué en Calédonie, ce serait une catastrophe aussi? Absolument, mais je crois que bon, ça, les partenaires, tous les partenaires environnementaux et les autorités l'ont bien compris, les provinces l'ont bien compris, et le projet qui est mis en place, c'est un projet de régulation, ce n'est pas un projet d'éradication. C'est pas l'abattage massif non, définitif. pas du tout. Le cerf, c'est un animal qui est ambigu dans la société calédonienne. C'est à la fois un nuisible par rapport aux dégâts causés sur l'environnement, mais c'est aussi une source de protéines extraordinaire pour une grosse partie de la population. Donc il faut gérer tout cela, et on y vient progressivement. Ce qui n'est pas forcément le cas du lapin. Le lapin, c'est une espèce complètement différente, qui n'est vraiment pas du tout à sa place sur cet îlot, et qui avait proléré de façon complètement anarchique, qui avait pris des proportions vraiment très importantes. Aujourd'hui, on se retrouve confronté à une population résiduelle. Il faut bien se dire une chose, c'est que ces lapins qui sont aujourd'hui sur l'îlot, ce sont en quelque sorte les résistants, et ce seront certainement les plus difficiles à éliminer. Marcel Canel, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est bien les lapins résistants.
Direction la Polynésie avec le démantèlement d'un vaste réseau de trafic de cocaïne. La drogue était achetée au Panama et revendue à Tahiti. Isabelle Jordan, Patrick Tinsing. D'après l'enquête, tout démarre à plusieurs milliers de kilomètres de chez nous au Panama. Sur place, la cocaïne est cachée à bord d'un voilier et prend le large vers les Marquises. Un trajet de plus d'1 mois et demi avant de débarquer à Tahiti. Informée du trafic, la police lance l'enquête. Écoute téléphonique et surveillance rapprochée. Au bout de 6 mois, elle finit par identifier les membres de ce réseau local. On avait effectivement un restaurateur qui était impliqué dans ce trafic. D'autres personnes aussi qui avaient des situations, qui n'étaient pas des gens qui avaient des difficultés financières, qui sont aussi concernés par celui-ci. Un commerçant installé aux Marquises, un restaurateur de papeté et quelques consommateurs réguliers. La semaine dernière, 7 personnes sont finalement interpellées. Au cours de leur garde à vue, elles reconnaissent avoir écoulé un peu plus de 400 grammes de cocaïne et avoir engrangé 14 millions de francs de bénéfices. En mettant fin au trafic, les enquêteurs réalisent un joli coup de filet. Ça faisait quelque temps qu'on n'avait pas fait d'affaires portant sur ce type de drogue, de la cocaïne. Ici, la drogue, c'est le pacalolo que tout le monde connaît. C'est beaucoup plus rare d'avoir ce genre de trafic. Et l'affaire ne devrait pas en rester là. Un juge d'instruction est désormais chargé du dossier. Il devra vérifier si ce bateau, utilisé pour convoyer la drogue, a effectué une ou plusieurs traversées et combien de cocaïne a finalement été acheminée. L'enquête devrait aussi porter sur l'enrichissement de ces trafiquants, un réseau dont le chef dort aujourd'hui en prison. Retour en Calédonie avec les loyautés, 300 jeunes à Lifou, 500 à Marais. Les finales de la Coupe Iwene ont commencé jusqu'à demain. Au-delà du sport, c'est aussi une occasion de rencontre et d'échange entre les participants de la Grande Terre et des îles. Sylvie Méhoun. 23 ans que la Coupe Iwene fédère les loyautés et récemment, l'événement s'est ouvert à la Grande Terre et à l'île des Pins. La manifestation a donc aujourd'hui une dimension pays. Objectif, favoriser l'échange culturel au-delà des pratiques sportives. Une centaine de jeunes de la Grande Terre a fait le déplacement, dont 50 venus de Canala. Ça permet de changer l'image de Canala aussi, pas tout le temps dire que voilà, on n'est pas... Enfin, c'est un faux bordel, tout ça, mais c'est pas vrai. Enfin, on n'est pas comme ça, on fait aussi du sport, nous. On participe à des coupes Iwene, à des festivals, tout ça. Content de connaître les autres, partager un peu. Respect, tout ça. Respect. Oui, c'est différent, c'est pas la même la côté Manu et puis les autres. C'est différent. Comme pour faire des gestes, c'est comme ça. Non, c'est la première fois que je viens sur Marais. Je trouve que c'est bien ici, les gens sont accueillants et puis ils sont généreux. Il vaut mieux sortir un peu pour voir un peu d'autres gens, pour parler un peu avec eux. Des pratiques sportives autour des valeurs morales du vivre ensemble. Mais la Coupe Iwene, c'est aussi apprendre à se connaître. Les premiers jours, c'est sûr que c'est toujours difficile, c'est compliqué, on n'arrive pas à se mélanger. Mais au bout du lendemain, deuxième jour, ça y est, les jeunes vont plus vers d'autres, s'encouragent sur le terrain à travers le sport, soutiennent les équipes. Après, ça devient magique, quoi. Ouais. Pour les phases finales de cette compétition, ce sont au total 800 jeunes qui s'affrontent.